Donc Power BI, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous en avez déjà un petit peu entendu parler. Oui, je crois que c'est ça. Donc moi, je suis Augustin, donc je suis le fondateur de Mype. Mype, on est une société de conseil et de formation qui est spécialisée sur cet outil. Cet outil Power BI et également Power Query, qui est son ETL intégré. On fait aussi un peu de Excel, de VBA, un peu de Python aussi, mais à la base, c'est vraiment sur Power BI qu'on s'est spécialisé. On fait de la BI. Qu'est-ce que c'est que la BI? C'est, à la base, on a de la data, on a plein de data, et à la fin, il faut prendre des décisions. Et donc, entre la data et les insights, on a les outils. Et parmi ces outils, il y a justement Power BI. On a évidemment quelques certifications, mais on va rapidement passer ce slide, c'est pas forcément l'essentiel. On est juste partenaire de Microsoft. Et on est certifié Calliope, donc nos formations sont éligibles dans votre entreprise. Et on est également éligible au CPF. Alors, Power BI, l'avenir d'Excel. C'est souvent comme ça qu'on résume Power BI. On a d'abord tendance à dire que c'est un outil de data vise. Alors c'est vrai, c'est effectivement un outil qui permet de visualiser les données, mais c'est également plus que ça. Quand on est dans Power BI, on peut extraire, on peut traiter, modéliser les données. Donc aujourd'hui, dire que Power BI est un outil de data vise, c'est vrai, mais c'est voir uniquement la partie émergée de l'iceberg et c'est oublier tout ce qu'il y a en amont. Dans Power BI également, l'accès au rapport, il se fait en cloud. Contrairement à une feuille Excel qu'on va devoir s'envoyer les uns et les autres, avec Power BI, on est tous en mesure d'accéder via un lien centralisé aux différents rapports qui sont en production. Ensuite, dans Power BI, la consommation des rapports est dynamique. On pense tous au film Minority Report où on voit Tom Cruise qui joue avec des hologrammes et qui bouge ses mains. Là, c'est un petit peu la même chose avec Power BI. On va utiliser l'outil et ses fonctionnalités pour explorer la donnée, pour investiguer sur la donnée, essayer de comprendre le sens qu'on peut en tirer. On va naviguer à travers des hiérarchies. Il y a pas mal de choses intéressantes à voir. Et enfin, Power BI, c'est de l'IA, donc de l'intelligence artificielle qui a été implémentée un petit peu partout pour nous aider à expliquer les données, à comprendre les variations, même nous aider à construire un modèle. Donc beaucoup d'IA dans Power BI et tout ça, c'est pour le plus grand bonheur des utilisateurs finaux. Alors, j'ai fait quelques slides pour comparer Excel et Power BI. Alors déjà, on est tous confrontés à un moment au besoin de traiter plusieurs fichiers, peut-être même des dizaines de fichiers à la fois. Donc comment on fait ça dans Excel? Ça va être un peu compliqué. On a des macros, on a des recherches V, on a peut-être même des liaisons entre les fichiers. Mais en fait, tout ça, c'est assez manuel et c'est pas top. Alors que quand on est dans Power BI, on a juste 3 clics à faire et les fichiers vont être combinés. Donc il faut évidemment utiliser le bon connecteur. Donc c'est un connecteur de type dossier. Et on stocke tous les dossiers qui ont la même structure, tous les fichiers qui ont la même structure dans un dossier. Et ensuite, on est en capacité de combiner verticalement tous nos fichiers dans une table de consolidation. Donc ce qu'on rêve de faire dans Excel, on peut le faire assez facilement, en seulement quelques clics, dans Power BI. Stocker des millions de lignes. Voilà encore un enjeu qu'on a de plus en plus souvent, maintenant qu'on est face à des problématiques big data dans la plupart des entreprises. Stocker des millions de lignes, quand on est dans Excel, tout le monde le sait, c'est un petit peu compliqué. Au bout de 100 000 lignes, Excel commence à galérer, et quand il y a même plus de 100 000 lignes, ça devient vraiment très difficile pour Excel de stocker ça. Quand on est dans Power Query, enfin dans Power BI et donc Power Query, dont je parlerai plus tard, il n'y a pas de limitation connue. Moi, par exemple, j'ai manipulé jusqu'à 12 ou 13 millions de lignes en mode import. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on arrive à les traiter, on arrive à les modifier. Et après, il y a un autre mode en plus dans Power BI qu'on appelle le Direct Query, où là, on est juste connecté à une source de données, et là, du coup, il n'y a plus aucune limite. Là, on peut vraiment aller requêter dans des bases avec des milliards de lignes. Encore une petite différence qui parle au commun des mortels, c'est le partage. Comment je partage quelque chose sur Excel? J'envoie le fichier. J'incrémente, je change de version, je le renomme et je l'envoie par mail. Si je suis dans Power BI, mon rapport il est dans le cloud. Donc, je suis en mesure
d'envoyer le lien par email et tout le monde y accède. Donc ça, c'est quand même assez différent en termes d'approche par rapport à Excel. Actualiser les données automatiquement, ça aussi, c'est assez à la mode. Comment je peux actualiser les données automatiquement sur un fichier Excel? Encore une fois, je peux mettre à jour des liaisons, je peux faire tourner une macro, qui peut-être ne marchera plus dans un an, mais je peux éventuellement faire ça. Mais quand on est dans Power BI, c'est natif. J'ai juste à cliquer sur « Actualiser maintenant ». C'est le bouton qu'on voit sur la capture d'écran de droite. Et les données s'actualisent maintenant. Et même mieux que ça, je peux programmer une actualisation des données. Par exemple, quand je dors à 2 heures du matin, les données on a prévu qu'elles s'actualisent, et elles s'actualisent, et j'arrive à mon bureau, les données sont à jour. Donc encore quelque chose de vraiment différenciant. Alors, hop, donner accès à des vues filtrées par utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? On a tous été confrontés à ce besoin. J'ai par exemple une population de commerciaux en France et aux États-Unis. Je veux que les gens de la France ne voient que les ventes de la France, et idem pour les gens des États-Unis. Si je veux faire ça dans Excel, je vais dupliquer mon fichier. Dans un fichier, je vais filtrer sur France. Dans l'autre, je vais filtrer sur États-Unis. Eh bien, dans Power BI, c'est beaucoup plus simple. Je n'ai qu'un seul fichier à maintenir, mais je vais créer des rôles. C'est pour ça que ça s'appelle la RLS, c'est pour Row Level Security. Et grâce à ces rôles, je maintiens un fichier, et dans ce fichier, j'ai les rôles qui permettent de filtrer par utilisateur. Donc ça aussi, c'est très demandé, et c'est bien d'avoir ça dans Power BI, ça change la donne, surtout en termes de maintenance. Interroger mes données. Alors ça aussi, ça parle peut-être à plein de gens. Je veux savoir les ventes en France en 2020. Comment je cherche sur Excel? Je filtre sur France, dans la colonne pays, je filtre sur 2020 dans la colonne date, et puis je vais peut-être même faire une formule somme pour avoir la somme des ventes. Comment je fais dans Power BI? C'est comme sur Google, il y a une barre de recherche et je mets quelles sont les ventes en France en 2020. Et j'ai le résultat. Alors juste, c'est dispo que en anglais et en espagnol, mais voilà, cette fonctionnalité ne saurait tarder à être publiée en français, c'est une question de mois ou de jours. Parce que du coup, juste pour info, Power BI de Microsoft, c'est un logiciel sur lequel Microsoft investit énormément d'argent, énormément de ressources, et tous les mois, ils publient une mise à jour de l'outil avec énormément de nouvelles fonctionnalités. Donc il faut régulièrement suivre les évolutions du logiciel. Si on ne les suit pas, on risque d'être perdu, y compris nous. Donc voilà, sachez que derrière Power BI, il y a la force de frappe de Microsoft avec tous ses ingénieurs. Alors, analyser mes données en cliquant sur mes graphiques. Comment ça se passe dans Excel? En fait, ça ne se passe pas. Je clique sur un graphique Excel, il n'y a rien qui se passe. Sauf si, encore une fois, je fais des macros. Eh bien, dans Power BI, encore une fois, c'est différent. Je vais vous montrer juste, j'ai un petit exemple ici en cliquant. En passant sur un graphique, il y a une petite page dynamique qui s'affiche. Ça s'appelle une infobulle, un tooltip. Ici, j'ai également la possibilité, en cliquant sur une part du gâteau qui est en bas, je vois tout de suite les données qui se filtrent sur le graphique du dessus. Ça s'appelle de la mise en surbrillance. Il y a également une fonctionnalité assez intéressante qu'on appelle le drill down, qui permet de descendre, de s'engouffrer dans des hiérarchies. Ici, par exemple, je m'intéresse à la part du gâteau année 2000. Je vais pouvoir faire un clic droit dessus et ensuite drill down. Et puisque je me suis engouffré dans la décennie année 2000, qu'est-ce que je retrouve? Toutes les années de la décennie année 2000. Et ensuite, je peux même aller encore plus loin. Je peux cliquer sur l'année 2000. Et là, je vois les films des années 2000. Donc ça, c'est le drill down. Je m'engouffre dans des hiérarchies. Par exemple, continent, pays, région, département, ville. Ce que je veux. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être géographique, ça peut être temporel, ça peut être produit. Un autre exemple qu'on a toujours pour interagir avec ces données dans Power BI, c'est ce qu'on appelle le drill through. C'est, en français, le nom est un peu barbare, on appelle ça de l'extraction interrapport. Je vais vous montrer. Ici, j'ai sélectionné une décennie, c'est la décennie 2010. Je vais faire un clic droit sur cette décennie. Alors, attendez. Et là, j'ai l'option Drill Through Details. Désolé, pour moi, c'est en anglais. Je clique dessus et j'atterris sur une superbe page d'atterrissage qu'on a construite, où c'est bien filtré sur la décennie année 2010,
avec un top 10 à gauche, ou c'est plutôt un top 5, et un flop 5 sur la droite. Voilà, et je peux revenir à cet endroit-là. Maintenant, je sélectionne une autre décennie. Là, par exemple, c'est les années 60. Et j'ai la même page d'atterrissage qui se met à jour. Donc ça, on appelle ça du drill through. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant si on veut accéder à des vues filtrées. On était intéressé par un item qu'on a sélectionné dans une page globale, et ensuite on accède à la page avec tous les détails. Je vais continuer un peu. Excel versus Power BI, c'est aussi d'autres choses. Il y a plein d'éléments différenciants, on n'aura pas le temps de tous les évoquer. Déjà, les graphiques cartographiés. Alors ça existe depuis pas très longtemps dans Excel grâce à Power Maps, mais Power Maps, c'est justement aussi ce qui est à la base de Power BI. Donc, pour être tout à fait honnête, on pourrait aussi mettre un oui sur Excel, mais bon, ça se discute. Ensuite, créer des vues personnalisées pour chacun. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si, par exemple, j'ai un responsable commercial, lui, ce qui l'intéresse quand il accède à un rapport sur les ventes de Renault, c'est la Laguna, entre 2020 et 2021, de couleur rouge. Il va sur ce rapport, il enregistre ce contexte de filtre, et il l'appelle ma vue Laguna rouge. Voilà, il l'appelle comme ça. Il revient une semaine plus tard sur le rapport Power BI, et il accédera par défaut à cette vue. Donc c'est ça ce que j'appelle créer des vues personnalisées pour chacun. Ça peut évidemment faire gagner du temps. Et en plus des vues qui sont vraiment spécifiées, qui sont liées à chaque utilisateur, il y a aussi des vues qu'on peut avoir qui sont prédéterminées, pré-créées par l'auteur du rapport Power BI. Lui, par exemple, il sait qu'il y a telle et telle vue qui sont intéressantes pour les utilisateurs, donc il les pré-crée, et comme ça, les gens pourront y accéder. Recevoir des alertes ou des abonnements par email. Ça aussi, c'est une différence entre Excel et Power BI. Alors, recevoir des alertes, c'est quoi ? C'est dès qu'il y a les ventes atteignent 200 000 €, je veux être notifié par mail. Je crée une alerte dans Power BI et effectivement, je vais recevoir une alerte par mail qui va me dire que les ventes ont atteint 200 000 €. Et ça marche sur les ventes, ça marche sur n'importe quoi, bien entendu. Ça, c'est une alerte. Et il y a également ce qu'on appelle les abonnements. C'est comme le Figaro. Je reçois dans ma boîte aux lettres tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois le rapport qui m'intéresse. Or là, du coup, la boîte aux lettres, c'est une boîte aux lettres, bien entendu, virtuelle. C'est ma boîte mail. Alors, en revanche, et c'est important de le dire, saisir des données, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire dans Power BI. Peut-être que vous étiez au courant, peut-être que vous êtes déçus, mais en tout cas, on ne peut pas. Ou on ne peut pas le faire dans un rapport en production. Je vais pouvoir saisir des données dans un rapport Power BI que je construis, mais le but final de ce rapport, c'est qu'il soit publié et qu'il soit accessible aux autres. Et sur ce rapport qui est publié, à moins de vraiment faire des manips que peu de gens connaissent, c'est-à-dire intégrer du Power Apps dans du Power BI et faire du write back, donc personne ne connaît, à part ça, je ne suis pas en mesure de modifier dans le rapport Power BI ce rapport lui-même. Je peux intégrer un formulaire SharePoint, un formulaire Google Forms, un formulaire Airtable, ça je peux le faire. Mais voilà, ce n'est pas dans mon rapport Power BI que je vais être en mesure de le modifier et c'est important de le dire. Donc ça, c'était quelques éléments pour différencier Excel de Power BI et notamment montrer ses forces, montrer toutes les raisons pour lesquelles on pourrait avoir besoin à un moment de passer sur ce logiciel. L'historique de Power BI, finalement, il n'y a que 3 dates à retenir. La première, c'est 2010. Alors moi, j'ai tendance à faire plein de métaphores et je dis que Excel et Power BI, c'est un peu comme Adam et Ève. Je vais m'expliquer. C'est un peu risqué, désolé. Dieu, c'est Microsoft. Adam, c'est Excel. Et Ève, c'est Power BI. Pourquoi ? Parce que Microsoft a décidé de prendre 2 côtes d'Excel, c'est-à-dire Power Query, qui est plutôt un outil de transformation de données, et Power Pivot, qui est plutôt un outil de modélisation. Et il les a sortis d'Excel pour en faire un logiciel séparé qu'on appelle Power BI. Donc les blocs fondamentaux de Power BI sont issus d'Excel. Donc ça en dit long aussi sur les similarités entre les 2 outils. Et donc si je vous dis Power Query, est-ce qu'il y en a qui connaissent ? Vous pouvez peut-être lever la main. 1, 2, 3, ok, quelques-uns. Et Power Pivot ? Un seul. C'est effectivement un peu moins connu.
Personnellement, moi, j'aime pas beaucoup Power Pivot. Donc voilà. Et donc c'est à partir de 2015 que Microsoft a décidé de publier Power BI en tant que logiciel à part entière. Et à partir de 2019, Microsoft distance largement tous ses concurrents dans la Bible, dans le classement des outils de BI qu'on appelle le Gartner. Je vais d'ailleurs vous le montrer juste après. Et tout en bas, on a les deux pairs de Power BI, donc Thierry Ders, qui est français, et Amir Net, qui est israélien. Voilà le fameux Gartner. Alors ici, j'ai un screenshot de 2016 où on avait 3 outils qui étaient à peu près au même niveau. Qlik, quelqu'un connaît Qlik? Un peu, ok. Tableau Software, solution américaine rachetée par Salesforce. Voilà, donc des gros rachètent des gros. Donc on avait autrefois ces 3 outils qui étaient vraiment au coude à coude. Et on voit petit à petit que c'est Microsoft qui prend le large. Donc en fait, pour être le meilleur, il faut être en haut à droite. Et on voit bien que Microsoft est de plus en plus en haut et de plus en plus à droite. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas objectif, blablabla. Mais en fait, plutôt, si. C'est un classement assez objectif. Le Gartner, ça fait foi dans tout. Ils font des classements pour les outils de BI, ils font des classements pour les chatbots, pour à peu près tout ce qui est mesurable. Ça, j'ai tendance à dire, quand on fait des formations, que c'est la slide la plus importante sur Power BI. Ça résume le fonctionnement et le cycle de vie de Power BI. C'est comme une rivière. Pourquoi? Parce que tout en amont, on a la source de données. Ça peut être un fichier Excel, ça peut être une base de données, ça peut être n'importe quoi. Et tout en bas, on a le cloud. Donc le cloud, c'est quoi? C'est un océan de partage et de consommation de rapports illimité. Et entre ces deux, entre tout ce qui est en amont et ce qui est en aval, on a des étapes. La première étape, c'est Power Query, qui a son propre langage, qu'on appelle le langage M. Et dans Power Query, qu'est-ce qu'on fait? On extrait les données, et ensuite c'est que des verbes d'action. On pivote, on groupe, on fractionne, on fait que des choses un peu, on fait le gros œuvre. Et ensuite, il y a une sorte de barrage. Et pour aller plus loin, pour descendre le cours de la rivière, il va falloir appuyer sur un bouton qui s'appelle Fermer, appliquer, qui va permettre de quitter Power Query pour aller un peu plus bas sur Power BI Desktop. Et qu'est-ce que c'est Power BI Desktop? En fait, c'est comme un super PowerPoint. Je crée mes rapports, j'injecte des champs, voilà, c'est là que je crée le look and feel de mon rapport, que je lui donne l'apparence que je souhaite lui donner. Je vais aussi retrouver quelques notions liées à Access, avec la modélisation de différentes tables entre elles. Et il y aura aussi quelques redondances, c'est-à-dire que ce qu'on peut faire dans Power Query, une partie peut également être fait dans Power BI Desktop avec un autre langage qui s'appelle le DAX. Donc déjà, ça fait une chose intéressante à savoir. Quand on est sur Power BI, il y a 2 langages. Le Power Query, plus en amont, et le DAX, plus en aval. Du coup, ça ouvre plein de questions. Moi, en général, ce que j'ai tendance à dire, c'est si vous n'êtes pas à l'aise avec une méthode ou un langage, faites-le avec l'autre méthode et l'autre langage. Moi, par exemple, je n'ai pas honte de le dire, j'aime pas beaucoup faire du DAX, j'aime pas beaucoup le Power Pivot. Je préfère plutôt la partie M, la partie Power Query, qui est beaucoup plus visuelle et beaucoup plus claire, où on peut vraiment suivre étape par étape le fonctionnement. D'ailleurs, c'est l'objet du slide suivant. Et donc, quand on a terminé de créer notre rapport, il y a un deuxième barrage. Je clique sur Publier. Et là, j'accède à Power BI Service, c'est-à-dire c'est un client léger. J'y accède depuis mon navigateur. Le rapport est prêt. Il n'a plus qu'à être partagé avec les autres. Donc, Power BI Service, c'est la partie en cloud, la partie sur navigateur. Et c'est seulement 10% de Power BI. Parce que souvent, les gens ils disent « Oui, mais Power BI, ça y est, j'ai déjà Power BI sur mon navigateur. » Non, ça c'est Power BI Service et c'est 10%. Donc le reste, c'est sur Power BI Desktop qui comprend à la fois Power Query et du coup Power BI Desktop. Voilà. Et je peux remonter le courant, bien entendu, en téléchargeant le fichier ou en cliquant sur Transformer les données pour accéder un peu au cœur du réacteur avec Power Query. Power Query, ça se présente comme ça. On a des étapes. Les étapes, en fait, c'est comme une tour qu'on construit. Le premier étage, c'est l'étape source. Et ensuite, on empile des étages, les uns au-dessus des autres.
Voilà, et on peut à tout moment cliquer sur une étape, donc un étage, et on reviendra à l'état des données à ce moment-là. Là, par exemple, si je cliquais sur l'étape Removed Columns, je trouverai, c'est une sorte d'historique, je retrouverai le moment où j'ai supprimé telle et telle colonne, et je pourrais éditer ça, je pourrais le modifier, je pourrais revenir dessus. Donc c'est comme ça que ça se passe en termes de gestion de l'historique des traitements avec Power Query. Avec Power BI Desktop, c'est ce qu'on disait, on retrouve la modélisation entre nos tables. On peut faire des calculs en DAX, ça ressemble un peu à des formules Excel. Et on peut insérer telle ou telle visualisation. Alors, il faut savoir qu'il y a plein de connecteurs dans Power BI. On peut se connecter à des dossiers, on peut se connecter à des fichiers CSV, on peut se connecter à beaucoup de sources différentes, et c'est toujours utile de le savoir. Google Analytics, Salesforce, YouTube, on peut se connecter à des API, on peut se connecter à des pages web, pour peu que les données soient structurées. Données structurées, ça veut dire ligne, colonne. Et ben Power BI va être capable d'aller récupérer, d'aller scraper cette page web avec une table, et on l'aura à nouveau en format ligne-colonne. Alors, c'est peut-être un peu trop tard pour le dire, mais n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions dès maintenant. Il y a plein de notions qu'on vient de voir en quelques minutes, qu'on a balayées rapidement. Est-ce qu'il y a déjà quelques questions? Oui? Alors, c'est autre chose. Le DAX, moi j'ai tendance à dire que c'est c'est un mélange de formules Excel, formules recherche V, etc., mélangé avec du SQL, parce qu'on on va pas taper dans des cellules, mais on va taper dans des colonnes. Et Power Query, ça ressemblerait plutôt à du langage VBA. C'est table.removeColumns, table.selectRows. Donc c'est orienté objet, c'est un langage de script. Voilà, ça ressemble à du VBA, ou même si tu es familier avec du MongoDB, apparemment c'est très proche. Personnellement, j'en ai jamais fait. D'autres questions? Oui? C'est vrai qu'il y a quelques notions. Déjà, la notion de la rivière que je viens de montrer, elle est essentielle. Et on voit beaucoup de gens qui sont bloqués sur Power BI parce qu'ils n'ont pas compris la symbolique de cette slide. Ils n'ont pas compris que s'ils n'arrivent pas à faire les choses en DAX, ils pourraient retourner en amont sur Power Query et commencer à traiter les données. Et rien que le fait de dire ça, ça débloque la moitié des utilisateurs. Ensuite, tu parlais de dimensions et de faits, c'est vrai. Et ça, c'est universel. Il faut connaître ça. Donc d'un côté, des tables de faits, c'est-à-dire des tables qui contiennent des ventes ou des stocks, avec en général des millions ou des milliers de lignes. Et de l'autre côté, des tables de dimensions, par exemple avec la liste des pays, la liste des produits. Et l'objectif, ça va être que les dimensions filtrent les faits. Mes pays vont me permettre de filtrer les ventes. Je filtre les ventes par pays. Donc en général, quand je vais relier une table produit ou une table pays à une table de fait, c'est-à-dire une table de vente, il y a une flèche, et ça va de la dimension, c'est-à-dire les produits ou les pays, vers les faits, c'est-à-dire les ventes. En général, on aborde ça lors de nos formations, et on prend bien le temps de montrer, d'expliquer. Là, on fait ça rapidement, on n'a que 45 minutes, d'ailleurs, je ne sais pas quelle heure il est déjà 25. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions déjà. On va continuer. Bon, on va peut-être se passer de ce slide. C'est très technique. Ça, c'est quand on accède à Power Query. Il y a plein de choses. Les requêtes, voilà, les différents boutons. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que Power Query, c'est un outil do it yourself. Voilà, fais-le toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je clique ici sur ce bouton supprimer les colonnes, et que je supprime la colonne, par exemple, product name, au moment où je fais cette action et que j'appuie sur supprimer la colonne product name,
ça va automatiquement ajouter une étape sur la droite, tout en bas, elle va automatiquement s'ajouter en bas, et cette étape, elle s'appellera comment? Colonne supprimée. Et donc, je ne suis pas en train de coder quand je fais du Power Query. Je suis juste en train d'appuyer sur des boutons qui vont ajouter automatiquement des étapes. Donc, en termes de difficulté, il y a pire. Et c'est pour ça, moi, justement, que j'aime bien, c'est ce que je disais, faire du Power Query. On peut aller très très loin avec cet outil, vraiment très loin. Et justement, on est capable de le faire parce qu'il y a toujours cette simplicité où on continue à itérer étape après étape. Ça, c'est une vue de Power BI Desktop quand on est dessus. Au centre, il y a ce qu'on appelle le canevas. En fait, le canevas, c'est quoi? C'est l'endroit où je crée mon rapport, où je lui donne l'apparence qu'il doit avoir. Donc j'ai juste à faire du drag and drop, glisser et déposer des visuels, et ensuite à les peupler automatiquement. Par exemple, si j'ajoute un visuel graphique en courbe, il va me demander de remplir l'axe. En général, c'est une date. La valeur, en général, c'est des ventes, justement. Enfin, c'est mes faits. Qu'est-ce que j'analyse? Et une légende, c'est par exemple combien je veux de séries de données. Par exemple, s'il y a 3 modèles, Laguna, Mégane et puis je ne sais pas quoi, et ce sera ça la légende, ce sera le modèle. Donc voilà, le canevas, les visuels qui sont ici, la barre de menu, encore une fois, où je peux directement activer des fonctions, le panneau de champ qui recense toutes les colonnes et toutes les tables de mon modèle, et enfin le panneau de filtre. Donc ce panneau de filtre, si je veux filtrer sur country égale France, je peux faire ça à 3 niveaux différents, soit au niveau d'un visuel, c'est le plus petit niveau possible. Ensuite, je peux faire ça au niveau d'une page, ou enfin au niveau de toutes les pages. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un ensemble de pages? C'est un rapport. Dans Power BI, un rapport, c'est un terme bien précis, ça désigne un fichier Power BI avec un ensemble de pages. Et donc, quand on parle de dashboard Power BI, attention, ça désigne une notion bien spécifique. Donc voilà, il vaudra mieux parler de rapport quand on est dans Power BI. Alors les modes de stockage, on va peut-être pas en parler, ou alors très vite. C'est juste ce que j'expliquais tout à l'heure. Soit je suis en mode import, je télécharge la donnée, je la stocke, et puisque la donnée est stockée, je suis en mesure de la retraiter, de la modifier. Si je suis en direct query, là les données ne sont pas stockées dans Power BI, elles sont toujours dans la source. Il y a des allers-retours permanents entre Power BI et la source de données. L'avantage, c'est que je peux traiter des milliards de lignes, ou en tout cas des dizaines de millions de lignes, mais l'inconvénient, c'est que je ne peux pas les retraiter. C'est presque philosophique, je ne peux pas modifier quelque chose que je n'ai pas. Là, c'est la même chose. Je ne peux pas modifier des données que je n'ai pas stockées. Donc, mieux vaut avoir une source clean si vous voulez faire du direct query. Et de toute façon, le direct query, c'est possible qu'avec certaines sources de type SQL. On ne va pas faire du direct query sur un fichier Excel. Voilà. Là, on avait juste un petit aperçu du service Power BI. Donc voilà, accessible depuis un onglet de mon navigateur. Je retrouve le fameux canevas et tout ce qu'il faut sur Power BI Service. Et là, c'est la vue d'un espace de travail. Donc qu'est-ce que c'est qu'un espace de travail? C'est difficile d'être plus précis qu'avec les termes déjà utilisés. C'est un espace où on invite des utilisateurs de mon organisation à travailler ensemble, à publier des rapports, à publier des jeux de données. Et selon les droits qu'on veut leur octroyer, on les mettra en admin, c'est-à-dire quelqu'un qui peut tout faire, ou alors en visionneur, c'est-à-dire quelqu'un qui peut juste visionner. Et il y a des rôles intermédiaires, c'est-à-dire le membre ou le contributeur qui peut faire un peu plus ou un peu moins. Voilà, grosso modo. Donc un espace de travail, ça ressemble à ça. Il y a toujours 3 onglets. L'onglet Tout, ça reprend tout ce qu'il y a dans cet espace. Ensuite, l'onglet Content, contenu, ça reprend toute la partie visuelle. Et ensuite, l'onglet Jeux de données, Datasets, qui lui reprend les bases de données. Pourquoi je parle de bases de données et de contenu? Parce que il faut juste... on est sorti d'Excel, on est dans un monde un peu différent et ça rejoint un peu ta question. Quand on publie un fichier Power BI, là j'ai donné un exemple de long en large. Je crée un rapport qui s'appelle RH, où je m'intéresse à des données RH.
lui-même puise ces données dans un fichier Excel RH. Quand j'ai créé mon rapport Power BI qui s'appelle rh.pbix, c'est son extension, je le publie. Et au moment où je publie ce rapport, Microsoft fait automatiquement un découpage. Il va le découper en, d'une part, le jeu de données, le dataset, et d'autre part, le rapport. Et ce qui est intéressant avec ces notions-là, c'est que le jeu de données, je vais être capable de le réutiliser pour créer d'autres rapports. Donc à ce moment-là, mon jeu de données devient un jeu de données partagé. Donc je peux avoir 5 ou 10 rapports, ou même 18 rapports, qui sont issus du même jeu de données, qui serait un jeu de données promu au sein de l'organisation. Par exemple, le jeu de données, c'est l'équipe BI, c'est l'équipe IT qui le produit. Elle crée toutes les colonnes, tous les indicateurs, toutes les mesures qu'il faut, avec les calculs temporels, tout ce qu'il faut. Et à la fin, elle dit aux utilisateurs métiers, tenez, voici le jeu de données, utilisez-le et créez vos rapports à partir de ce jeu de données. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, je parlais de dashboard, donc de tableau de bord. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau de bord? C'est si je suis intéressé par les notions d'un rapport X et aussi d'un rapport Y, eh ben, je vais être en mesure de les d'épingler tel élément du rapport X, tel élément du rapport Y, et tout ça dans une vue unique qu'on appelle un tableau de bord. Des questions? On a vu tout à l'heure, c'était à peu près là, qu'il y a seulement une vingtaine de visuels natifs, j'ai bien dit natifs, sur Power BI. Donc vous allez vous dire, oh, je suis déçu, je pensais que c'était plus puissant que ça, je pensais qu'il y avait au moins 200 visuels. Soyez rassurés, il y en a plutôt 400 que 200. Donc si vous êtes limité par les 25 ou 30 visuels qu'il y a là, vous cliquez sur le petit bouton avec les 3 petits points, et là vous accédez à ce qu'on appelle Microsoft AppSource. C'est comme un supermarché, on retrouve des visuels construits par la communauté, construits par Microsoft, construits par des indépendants. Là par exemple c'est un visuel qui s'appelle Custom Scatterplot qu'on a fait lors d'une mission pour Total Energy. Et du coup, vous êtes en mesure de récupérer ces visuels qui ont été créés par la communauté. Certains sont gratuits, d'autres sont payants, certains sont gadgets et d'autres sont très puissants. Je pense notamment à un visuel qui s'appelle le Synoptic Panel, où je peux vraiment reprendre la maquette d'un avion et je peux taguer chaque place de l'avion et aller lier ça à mes données. On peut faire des trucs vraiment très très puissants. Et il y a plein d'autres exemples. Donc je vous invite, si vous êtes curieux, à aller sur AppSource et regarder un peu tout ce qu'il y a. Vous ne serez pas déçus. Bon, la RLS, on en a parlé tout à l'heure. C'est cette fonctionnalité qui consiste à créer des vues filtrées pour telle ou telle population. La France ne voit que la France, les États-Unis ne voient que les États-Unis. Ça se passe en 2 étapes. La première étape, c'est ici. Je crée des rôles qui vont filtrer les données. Et je fais ça dans Power BI Desktop. Dans un deuxième temps, je publie mon rapport sur Power BI Service. Là, je suis sur mon navigateur web. Et je vais assigner telle ou telle personne, par exemple Victoria et Arthur, à un rôle que j'ai appelé rôle financier. C'est-à-dire qu'elles seront, ces 2 personnes-là seront restreintes à mon rôle financier qui, par exemple, n'affiche que les ventes du pays France. Une petite notion qui peut également être intéressante dans Power BI, c'est les paramètres de requête. Alors là, on est tout de suite sur un niveau assez élevé. Les paramètres de requête, c'est que si je dois récupérer les données de 17 pages web qui ont exactement la même structure. Si je suis un peu idiot, je crée 17 requêtes différentes et puis à un moment, je consolide tout. Si je suis un peu plus malin, je crée une requête avec un paramètre, c'est comme une variable. Je crée une fonction qui va me permettre d'industrialiser un traitement, quelque chose. Et je crée aussi une table de référence qui va me permettre, au lieu de taper juste dans un paramètre, dans une liste de paramètres. Et grâce à ce triptyque, paramètres, fonction et table de référence, j'ai en une requête les données de mes 17 ou de mes 37 ou de mes 42 pages web. Voilà. Donc ça, si vous voulez vraiment aller loin dans Power BI, dans l'automatisation, etc., il faut faire ça, c'est nécessaire. Sinon, vous resterez un peu à la surface.
Bon, le forecast, on n'a pas besoin d'en parler, vous êtes peut-être au courant. On peut faire de la prévision des données dans tous les outils modernes. On peut aussi le faire dans Power BI, c'est pas très compliqué. Le data flow, passons. La Power Platform, on peut en parler un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est que la Power Platform? C'est un peu le Microsoft Office, mais de notre ère, de notre période à nous. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a Power BI pour le reporting, Power Automate pour l'automatisation des tâches. Il y a Power Virtual Agents qui lui est plutôt pour faire des chatbots, et Power Apps pour du low-code et du no-code. Et l'idée, c'est que je vais combiner l'usage de l'un de ces différents outils pour construire des applications qui répondent à peu près n'importe quel besoin métier. Voilà, on a plein d'exemples sur le site de Microsoft, d'entreprises comme Vinci ou Bouygues Télécom, qui ont construit des applications avec la Power Platform, où il y a vraiment tout un cycle, tout est géré, tout est traité. Des questions sur cette Power Platform ? Et enfin, on est presque à la fin de cette présentation. Sachez que si vous êtes intéressé par le fait de montrer vos compétences sur Power BI à un employeur, ou même de vous faire plaisir sur Power BI, il y a un examen. Cet examen, ça s'appelle le DA100. DA, c'est pour Data Analyst, et 100 parce qu'il y a 100 questions. Mais d'ailleurs, j'aurais dû le dire avant, mais il va être renommé dans 2 jours. Ça s'appelle le PL300 maintenant. Donc nous, on prépare à cette à cet examen qui permet d'être Microsoft Certified Data Analyst Associate. C'est le petit logo qu'on voit ici. Donc c'est une certification émise par Microsoft. Donc vous n'êtes pas certifié par je ne sais qui, vous êtes certifié par Microsoft. Et c'est une certification qui a une durée de validité de 2 ans. Le prix de Power BI, c'est souvent une question. Et les gens, là aussi, ils ne comprennent pas forcément très bien comment ça se passe. Donc c'est important d'en parler. Tout ce que je crée dans Power BI, c'est gratuit. Voilà. Il faut le savoir. Je crée mon rapport, je crée des dizaines de requêtes, je crée des milliers de traitements, des milliers de colonnes, de mesures. Tout ça, je vais le faire gratuitement. Microsoft, ils ont été suffisamment intelligents pour réfléchir à quelque chose de mieux que ça. C'est que maintenant que mon rapport il est prêt, je vais essayer de le partager avec d'autres utilisateurs. Donc je vais le publier, et là, imaginons que j'ai 17 personnes dans mon organisation, at Mype Consulting, qui veulent voir mon rapport tous les jours ou toutes les semaines, peu importe. Et bien là, Microsoft, il va faire comme ça son calcul, il va dire 17 personnes fois $10, et là j'ai le coût mensuel, et je multiplie encore par 12 pour avoir le coût annuel. Donc voilà, c'est ça le mode de tarification de Power BI. Je paye à la consommation. Tout ce que je crée, c'est gratuit. Et maintenant qu'il est publié et que je veux le partager, c'est là qu'il faut passer à la caisse. Et enfin, il y a un autre mode qu'on appelle Power BI Premium. C'est la version un peu Ferrari. Power BI Premium, c'est pour des organisations qui ont des données très critiques. Je pense aux banques, je pense aux organismes publics. Et du coup, ces sociétés ne souhaitent pas que les données soient hébergées chez Microsoft, ce qui peut très bien se comprendre. Et du coup, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont utiliser Power BI Premium et les données resteront hébergées sur les serveurs de l'entreprise. Elles ne sont pas dans le cloud Microsoft. Voilà, et du coup, il faut payer un peu plus cher. On a quasiment terminé. Voilà, donc une petite photo de l'équipe. On a différents consultants et formateurs. On forme à Paris. On forme aussi en province, Marseille, Lyon, Nice régulièrement. Voilà, donc que ce soit pour un besoin formation ou un besoin consulting, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins sur Power BI. Et voilà, je vous laisse poser des questions s'il y en a. Oui ? Oui, c'est vrai que je n'ai même pas mentionné ça. On a un stand, on est en D43. Si vous voulez un petit peu monter en compétence sur Power BI, hop.
On a une chaîne YouTube avec plein de vidéos différentes. À chaque fois, c'est des focus de 2-3 minutes sur un sujet très spécifique. Là, par exemple, tiens, je vais regarder les plus récentes. Pivoter, dépivoter, utiliser les fonctions all selected, mettre un rapport au format A4, tabular editor, les paramètres de scénario. Donc voilà, on traite de sujets très spécifiques dans des vidéos courtes de 3-4 minutes maximum. D'autres questions? Alors, elle coûtait 15 € il y a quelques jours. Non, là, c'était plutôt il y a quelques semaines. Et maintenant, elle est à 165 €. Oui, hélas. Ça change tellement vite. Mais nous, on prend en charge les frais de certification donc de 165 € si vous prenez une formation avec nous. Sachant que sur l'assertif DA100, tous ceux qu'on a fait passer, ils prennent un cycle de 3 jours de préparation intensive et ils ont tous l'examen, ils ont tous l'assertif. Par contre, quand ils prennent ce cycle de 3 jours, on demande qu'ils aient déjà fait du Power BI. On leur fait passer un petit test avant, puisque quelqu'un qui n'a pas fait de Power BI avant et qui prend direct les 3 jours, il va être complètement largué. Voilà. D'autres questions ? Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas à passer sur notre stand. Merci.